pour en parler. Parce que la dédicace de l'ouvrage est prévue pour demain. On vous invitera à y aller dans un livre où il aborde des thématiques touchant donc beaucoup au développement de l'Afrique. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Super. Alors, c'est pas commode tout ça. je suis un râleur. C'est là, c'est mieux. Je sais pas. Bon. Je vais finir par trouver la juste position pour vous sentir à l'aise. Ouais. Voilà. Alors, Et demain l'Afrique, c'est un ouvrage qui a aujourd'hui 30 ans. 35 même. 35 ans. Et vous rééditez 30. Oui, mais 30. 30. 1985. Voilà, 30. Je ne suis pas aussi en mathématiques, en calcul. Donc c'est un ouvrage que vous rééditez. Ça, c'est la réédition. C'est la réédition. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dédicace à proprement parler. On va faire une conférence de presse pour que tout le monde soit au courant. Parce que c'est un livre qui est demandé un peu partout. Lorsque je voyage dans les pays d'Afrique, on me réclame toujours « Et demain l'Afrique ». Alors finalement, l'auteur devient une espèce de quelqu'un qui doit rendre des comptes parce que son ouvrage n'est pas disponible. Il faut tout faire pour le trouver. Finalement, on a trouvé un éditeur qui a bien voulu le rééditer. Maintenant, il est disponible. Il est disponible. Plus de 400 pages que vous aviez écrit donc 25 ans après l'indépendance d'Afrique, en Afrique, de 25 ans, mais qui touche de questions qui demeurent aujourd'hui plus qu'actuelles. Et puis, qui était comme un livre prémonitoire, hein, c'était bien visionnaire. Bien sûr. Bien sûr, on a souvent dit qu'il s'agissait d'un livre prophétique qui n'a pas pris de ride. Complètement même pas. C'est à la fois un sujet de fierté, mais également un sujet de déception. Complètement de déception, parce que des questions qu'on a touchées il y a plein d'années, il y a de nombreuses années. Évidemment, si elles demeurent telles quelles, cela veut dire qu'on n'a pas beaucoup bougé sur le continent. Mais en fait, il faut être plus pondéré dans cette affaire. Je crois qu'on a quand même bougé. Mais le livre pose des problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus peut-être même en une génération. Oui, mais quand vous aviez écrit le livre, d'aucuns pensaient que 25 ans après les indépendances ne serait pas d'un recul assez suffisant pour dresser un bilan des indépendances. C'était suffisant quand même, c'était un recul. C'était suffisant parce que dans le livre, vous avez donné des exemples de pays en France, en Angleterre, ailleurs, où ce même temps a permis de lancer des nations puissantes. Même dans les pays d'Asie. C'est un pays d'Asie qui était au même degré de développement que nous en 1960. On cite toujours le cas de la Corée du Sud. Ces pays ont connu un développement, après 25 ans, qui était des développements significatifs. Donc l'Afrique aurait pu en faire autant. Mais aujourd'hui, la réalité vous a complètement donné raison quant à ce livre. Et ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, que je n'avais pas lu à l'époque que j'ai lu là, c'est que vous parlez déjà de... Vous étiez peut-être bien jeune, non? Oui, c'est ça, merci, c'est ça. C'est que depuis, en ces années, vous parlez déjà de la technologie qui devrait aider l'Afrique à s'en sortir. L'informatique à l'époque, la biotechnologie à l'époque, c'était pas ça. C'est ça. J'ai même inventé la notion de société bio-informatique. Société bio-informatique. Où les sciences, des technologies, l'éthique, combinées avec les prouesses qu'on faisait, qui étaient annoncées déjà à l'époque en matière de biologie, pouvaient constituer une base solide de développement du continent africain. Aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est un livre qui concentre l'histoire de l'Afrique. Bien sûr. Depuis le premier homme découvert en Afrique, les civilisations, l'organisation sociale, l'économie, tout pour nous prouver qu'en fait la civilisation est partie de l'Afrique, mais en même temps on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui ce continent est un continent marginal. Joseph Kizerbo, le grand historien africain, disait que jusqu'au XVe siècle à peu près, il n'y avait pas une grande différence entre les pays du Nord et ce qu'on appelle les pays du Sud, notamment l'Afrique. Mais que s'est produit une espèce d'obscurité sur le continent africain qui a fait que nous sommes retrouvés un peu coupés du monde, et la traite esclavagiste et la colonisation aidant, nous avons été marginalisés pendant de nombreux siècles aussi. Mais il est établi aujourd'hui que c'est
ici, chez nous, qu'a commencé l'histoire, comme c'est écrit dans le livre. C'est ici, chez nous, en Afrique, qu'a commencé l'histoire. Probablement dans la région entre le Kenya, l'Éthiopie, et plus récemment, on a trouvé au Tchad, que le premier homme a vu une naissance ici. Et on démontre dans le livre que ce n'est pas l'écriture, à partir de l'écriture, qu'il faut commencer le début de la civilisation, avec un grand C, mais dès le début de l'apparition de l'homme, du premier hominidé. Et ce premier hominidé, c'est en terre africaine qui s'est trouvé. Donc c'est d'ici qu'est partie la grande onde des peuples, comme on l'admet aujourd'hui dans la conception d'une souche monocentrique, et non pas d'une diversité des populations partout, d'ailleurs en même temps, mais d'un centre de départ fondamental qui se trouve dans la grande partie de l'Afrique qu'on appelle la Rift Valley, la grande vallée qui parle de la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, qui est une faille historique à partir de laquelle s'est constituée l'humanité. C'est cela. Ouais. C'est complètement cela. Ce livre est un livre de passion, hein. Vous savez, il faut bien voir les dates. Là, ce livre a été écrit en 85, je venais de quitter l'Union africaine en 83, avec encore beaucoup de choses. Beaucoup de chagrin. Le chagrin, non, mais beaucoup de choses encore dans mon cœur que j'aurais aimé faire pour le continent, que je n'avais plus le temps de faire pour ce continent. Donc, comme disait Nietzsche, parlant d'un de ses ouvrages, ce livre n'est pas écrit qu'avec des mots, il est écrit avec des éclairs. Des références faites à d'autres ouvrages sur des thématiques. Vos affirmations dans le livre sont assez fondées sur des recherches scientifiques. Bien sûr, historiques. Oui. C'est toute l'Afrique là-dedans. Et dans le livre, à l'époque déjà, vous rappeliez donc aux Africains qu'aujourd'hui, on est un peu on a l'intérêt des pays occidentaux parce qu'on a des ressources qui les intéressent, mais avec le temps, ces ressources perdront de leur valeur et ce qui donnera encore de moins en moins d'importance. Il fallait qu'on y pense. Aujourd'hui, est-ce que on tend vers là? On n'y est pas encore. Le livre est parti d'une thématique simple. Je suis parti de ce que disait un constitutionnaliste français, disons, à la Révolution française. La BCIS, voulant définir la société française, a dit que c'est une société, il y a la noblesse, le clergé, le tiers-état. Et que le tiers-état, qui est tout, c'est-à-dire la grande masse, le grand peuple, qui est tout, était rien, en fait, pendant l'ancien régime français, et que ce tiers-état, qui est tout, doit devenir quelque chose. C'est en paraphrasant cette idée de la BCS que le livre même m'est arrivé. L'idée du livre m'est arrivée. L'Afrique est tout dans le monde. Mais si vous regardez bien les données géostratégiques, géopolitiques, l'Afrique n'est rien. Et que demande l'Afrique? À devenir quelque chose. Comme le tiers-État en France demandait à devenir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une place dans le concert des nations. C'est une place digne d'un continent qui est l'un des plus vastes, l'un des plus riches, qui est l'un des plus peuplés, puisqu'on sera peut-être le continent le plus peuplé dans les 50 ans qui viennent. Vous voyez en la ressource humaine un grand atout plutôt fondamental. Les ressources matérielles, minières, agricoles et tout sont fondamentales, mais rien n'est jamais plus fondamental que la ressource humaine. Il n'est de richesse que d'hommes, disait Baudin. C'est cela. Oui. Et aujourd'hui, l'Afrique, cette place que vous demandez à ce qu'on donne à l'Afrique, on la lui donnera pas. Il faut qu'elle l'arrache. Mais on ne vous donne jamais rien sur le plan international. Vous avez bien fait de rappeler dans le livre que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts et toute l'astuce consiste à avoir des intérêts bien compris avec d'autres qui ont intérêt à être avec vous. Et si vous lisez les passages historiques qui abondent dans le livre, vous verrez que des États n'ont réussi leur unité qu'en faisant neutraliser les adversaires de cette unité par d'autres puissances. Donc l'astuce, c'est d'utiliser les relations internationales intelligemment et convenablement pour neutraliser des adversaires éventuels
et obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir. C'est ça la force de la diplomatie, et je pense que l'Afrique le peut. Nous sommes aujourd'hui courtisés, les gens trouvent que nous allons mieux. C'est vrai que nous allons mieux. Quand j'écrivais le livre, c'était un livre qui a fait référence parce qu'il détonnait dans le contexte où il y avait de place que pour l'afro-pessimisme. C'est probablement le premier livre afro-optimiste de ces années-là. Et donc, aujourd'hui, on considère que nous avons fait des progrès, nous avons beaucoup d'amitié dans le monde, mais ça ne veut rien dire. Mais beaucoup de gens qui s'intéressent à personne ne viendra régler nos problèmes à notre place. C'est à nous-mêmes de le faire. Oui. Et justement, on a en droit de se demander pourquoi ce que vous appelez dans le livre le despotisme obscur est soutenu et maintenu même par les régimes démocratiques d'Occident, parce que justement, ils ont leur intérêt chez nous. Oui, ça a évolué. Cette partie du livre a évolué, bien sûr, que le despotisme obscur. Ce livre, quand il est paru, je crois que les Togolais de Lomé ont eu du mal, les Togolais du Togo ont eu du mal à l'avoir. À l'époque, dans les pays d'Afrique, il y avait des dictatures. Ils ne savaient même pas que le livre était sorti. Alors la librairie Walter, à l'époque, a eu l'audace de faire venir quelques exemplaires. Moi, je n'étais pas là, bien évidemment. J'étais encore en Europe, en exil. Ça n'a pas été de tout repos. Mais c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, d'ailleurs, il faut populariser ce livre, ici même au Togo, pour que le plus de Togolais possible puissent s'en approcher, le consulter, le lire et tirer de cet ouvrage des leçons. C'est une leçon de l'histoire que Demain d'Afrique véhicule. Et ce livre donne d'ailleurs encore raison à Étienne de la Boétie qui, dans son discours de la servitude, disait que les peuples n'ont que les dirigeants qui méritent. Donc, apparemment, la condition actuelle de l'Afrique est méritée parce qu'apparemment, les Africains n'ont que le... Bien sûr, là aussi était allé plus loin et il avait écrit un traité dit de la servitude volontaire. La servitude volontaire, c'est un très bon livre. Que certains citoyens avaient tout l'art de se rendre servile tout seul. Une sorte de servitude acceptée, volontaire, qui constitue du temps du despotisme obscur, qui constituait un obstacle fondamental à l'évolution des peuples. Est-ce que la servitude volontaire a totalement disparu? On ne peut pas, je ne sais pas, ça se discute. Mais en même temps, vous n'êtes pas complètement d'accord avec la démocratie sous nos cieux, sous la forme sous laquelle elle se présente des fois. Ah non, j'ai combattu quand même beaucoup pour la démocratie sous nos cieux. Je suis... Oui, mais le replacage peut-être de la forme de démocratie que l'on voit ailleurs. Je suis partisan de la démocratie dans nos sociétés, mais la démocratie est une donnée politique qui doit mettre ses racines dans les fondements culturels, les fondements civilisationnels de chaque pays. Donc ce n'est pas une question de plaquage. La démocratie est un concept, ce n'est pas une question de plaquage. Il faut l'adapter, il faut l'appliquer effectivement. Et elle se voit à l'œil nu lorsqu'elle est appliquée ou lorsqu'elle n'est pas appliquée. Oui, mais selon des réalités spécifiques ou... Y compris avec des réalités spécifiques. C'est cela. Ouais. Alors, la solution finalement aujourd'hui pour que l'Afrique, qui a des ressources humaines, qui a des richesses dans le sous-sol, qui a tout pour qu'on puisse devenir un paradis, comme dans le film dont on va parler tout de suite, le réalisateur est en studio avec nous. Africa Paradis, c'est une parenthèse, mais aujourd'hui on a toutes les solutions. C'est bien de dire, et c'est bien d'écouter concrètement l'action, en quoi est-ce qu'elle devrait consister, l'action aujourd'hui, pour que l'Afrique décolle. Mais en réalité, vous êtes en train de passer à côté d'un élément fondamental du livre. C'est toute la problématique de l'unité africaine. Je ne vous ai pas encore entendu parler de ça et je ne quitterai pas ce plateau. Non, je m'attendais à ce que vous me la donniez en réponse. Je m'attendais à ce que vous me la donniez en réponse de la question que j'ai posée. Parce que c'est que votre réponse à cette question dirait que les pays d'Afrique, que l'Afrique soit un seul pays, mais que l'Afrique ne soit pas un continent. Oui, qu'on mette ensemble les ressources. Oui, ça c'est la problématique essentielle du livre. C'est que toutes ces données qu'on a étudiées, de l'histoire, la géographie, les ressources, minières, matérielles, humaines et tout, toutes ces ressources sont là sur le continent africain, mais elles sont fractionnées, elles sont atomisées, elles sont dispersées aux quatre vents de petits États tentaculaires
qui se boufflent. Vous avez bien fait allusion à la conférence de Berlin qui a tracé le nom des peuples, etc. Évidemment, ça va faire quoi, 130 ans? La conférence de Berlin, c'est le 130e anniversaire cette année, c'est en 85. Bah si, c'est vous qui dites en oui, donc ça fait 130 ans à dépecer l'Afrique et l'a mis en morceaux. Et nous, notre responsabilité a été d'accepter cela, de l'intérioriser, d'en faire finalement une espèce d'impératif catégorique qui retarde le continent. Alors, tous les efforts qui sont faits pour créer des communautés économiques, pour aller pas à pas vers une communauté économique africaine, et peut-être au-delà de la communauté économique africaine, un destin commun pour les États africains, tout cela est très lent, tout cela va doucement, et tout cela freine. Vous ne pouvez pas développer forcément des pays qui ont 5 à 10 millions d'habitants. Quand ce livre était écrit, il y avait 25 pays en Afrique qui avaient moins de 5 millions d'habitants. Alors ça faisait quand même... Et la plupart des pays d'Afrique, quand le livre était écrit, l'ensemble des pays africains, à l'exception de l'Afrique du Sud, qui n'était pas visée par le livre à l'époque, leur produit intérieur brut ne dépassait pas celui de l'Italie. Alors vous avez une idée de ce que pouvait être la richesse du continent africain et une idée du scandale quotidien que constitue le maintien de l'Afrique dans cet état-là. Aujourd'hui, on apparaît comme des illuminés. De toute façon, moi je suis un illuminé de l'Afrique, je l'assume. On apparaît comme des illuminés quand on parle de cette problématique. Mais il n'y a pas d'autre voie. Il faut y aller, les gens le savent d'autant plus qu'ils se battent tous maintenant pour avoir une CEDEAO qui marche, une CEMAC qui marche, les pays d'Afrique australe sont ensemble, ceux de l'Afrique de l'Est sont ensemble, et tout le monde fait ce qu'il peut pour qu'on obtienne des résultats plus probants. Mais tout cela, c'est la marche chaotique et difficile vers une certaine unité de notre continent. Et il y a un chapitre dans ce livre qui s'appelle « L'Union pour survivre », ou le panafricanisme rationalisé, qui propose les voies pour que ces États se mettent ensemble. Et l'histoire des autres pays, je donne l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, 1815, au congrès de Vienne, c'est 39 États qui étaient là au cœur de l'Europe, 39, qui n'étaient pas l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient 39. Alors l'Angleterre tirait les ficelles, la Russie tirait les ficelles, l'Autriche elle-même, qui est quand même un pays de race germanique, tirait également les ficelles, et les grands nationalistes prussiens et allemands qui ont souffert de la domination napoléonienne s'arrachaient les cheveux. Comment on va faire pour trouver un État allemand digne de ce nom? Eh bien, des 39, on est réduit aujourd'hui à un État. Ils ont réussi. Donc ce n'est pas impossible. Nous sommes 54. Nous sommes 54 aujourd'hui sur le continent africain. Je ne désespère pas qu'on y arrive d'une certaine manière. Oui, mais en même temps, l'Union africaine n'est pas... Vous êtes un des sages, vous avez fait partie du panel des sages de l'Union africaine. Bien sûr. Mais bon, on se demande. C'est de l'OUA, on est passé à l'Union africaine, mais concrètement, on ne semble pas voir grand-chose quant à cette lutte. Et on peut peut-être se douter même que vous désespéreriez un peu, quoique vous ne le direz pas. Mais je vais parler de l'OUA, puis je vais parler de l'Union africaine. Ces deux institutions ne sont pas des institutions, tenez-vous bien, qui étaient destinées à créer l'unité africaine. Leur nom nous disait ça. Tenez-vous bien, elles ne sont pas destinées à créer l'unité africaine. Ah, okay. Ce qui était destiné à créer l'unité africaine a échoué en 1964, en 1963 à Addis Abeba. C'était ce que Nkrumah avait proposé, ce que le groupe de Casablanca soutenait. Mais ce qu'on a sorti comme organisation de l'unité africaine est plus une organisation de coopération interétatique que une volonté délibérée de faire des marches en avant pour arriver à l'unité. Mais dans ce cadre-là, il ne faut pas désespérer. Dans ce cadre-là, comme dans le cadre de l'Union africaine actuelle, on peut trouver des voies et moyens qui sont décrits dans le livre pour créer des structures unitaires. Par exemple, un grand ministère de
de l'économie et des finances, un grand ministère de l'éducation, et un grand ministère de la recherche scientifique. C'est évident pour la recherche scientifique que nous nous amusons dans nos petits états tapageurs. Là. Quelle recherche scientifique fait-on? Vous pouvez me le dire? Si on mettait les ressources ensemble, on ne fait aucune recherche scientifique parce qu'on n'est pas capable de faire de recherche scientifique dans ces cadres-là. Mais si on le met ensemble, alors on peut. Et on pourrait apporter une contribution plus substantielle pour la cause de tout le monde. Et alors on verrait des prix Nobel de physique et de chimie décernés à des Africains, et non pas les prix Nobel de la paix seulement. Et pas pour la cause de l'environnement, etc. Donc vous, votre solution, c'est l'unité. Déjà, commencez par l'unité dans les familles, les églises. Commencez par instituer des nations en Afrique. Ça peut nous aider à tendre vers l'unité d'ensemble. Il faut brûler les étapes, parce qu'en Afrique, ce que j'ai constaté, ce qui est vrai, ce n'est pas les peuples qui sont contre l'unité, c'est les pouvoirs qui sont contre l'unité. C'est nous, les intellectuels, c'est nous, les dirigeants, en quelque sorte, qui ne faisons pas tout ce qu'il faut pour aller vers l'unité. Le peuple qui habite à Aflaoula, vous croyez que lui trouve un inconvénient quelconque à ce qu'il soit ensemble avec les Togolais qui sont à Lomé? Rien du tout. Idem du côté de Bassar. Les populations qui sont sur les frontières, et peut-être, je suis très sensibilisé à cela parce que je suis originaire d'un village frontalier. Je vois ça tous les jours. Je pense que ce n'est pas les peuples ils ont leur chant. De l'autre côté, ils ont leur famille. De ce côté-ci, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir aller et venir comme ils l'entendent. Eux, ils ont déjà intériorisé tout ce que nous appelons sous des mots, avec des mots pompeux, un marché commun, une taxe unique, etc. Voilà, etc. Tout cela, les populations ont déjà intériorisé cela. C'est nous, les dirigeants, qui sommes crispés sur ces frontières issues du système colonial. Il y a un téléspectateur qui réagit, demande si votre espoir est toujours intact avec la naissance d'autres pays comme l'Érythrée, le Soudan du Sud et peut-être le Sahara occidental que vous aviez soutenu à l'époque. Et je soutiens toujours le Sahara occidental, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'unité. Faire l'unité ne suffit pas à permettre à les impérialismes africains de se lever puis d'aller dire ce truc-là m'appartient, moi je prends. À la limite. Vous savez comment un certain nombre d'États ont fait l'unité de leur pays. Ils prenaient l'unité italienne. À la limite, s'il surgissait un Cavour ou un Garibaldi qui déferle sur d'autres pays et qui fait l'unité contre un forcé, on pousserait de hauts cris, mais on serait content quand même. Alors on poursuivra la discussion demain avec vous. Si on se déplace, on vient à l'hôtel Edaoba pour la conférence de presse. Bon, c'est beaucoup plus la presse quand même autour de ce livre et demain l'Afrique. Vous savez, sur ce sujet, je suis intarissable. Donc vous aurez dû prévoir davantage. 3 heures d'émission. On aurait dû prévoir 3 heures d'émission pour écouter. Mais bon, c'est juste pour informer les téléspectateurs, les Togolais, que le livre est dispo dans les librairies déjà. Oui, la librairie Bon Pasteur. Oui. Et demain, on peut l'acheter à la conférence de presse, faire dédicacer. Il coûte même pas cher. Je vais dédicacer le mien en même temps. Il coûte même pas cher. Bah, super. Ben, je vais le dédicacer là, assis là. Non. Là, devant tous les Togolais. C'est un peu le prestige du travail aussi. Bon, super. Donc, demain à 17h, à l'hôtel Edaoba. C'est la rencontre avec vous, la conférence de presse pour la sortie de la réédition de ce livre et demain l'Afrique. Le temps.